Bonjour. Pour cette méditation qui servira également de bilan sur la semaine, je vais vous inviter à vous recentrer tout d'abord par vous-même, juste dans votre posture. Réhabitez pleinement votre corps. Réhabitez pleinement cet instant, juste maintenant. En vous invitant également à revoir cette semaine qui s'est passée. Les différents événements de la semaine. Les différentes annonces que vous avez pu entendre sur la sortie du déconfinement, qui y aurait droit, qui n'aurait pas droit. Juste en vous remémorant tout ce que cela a pu provoquer en vous. Des émotions, peut-être de l'espoir, de la joie pour certains, peut-être des craintes, voire des colères de ne pas être dans ce qui y aurait droit, si on est âgé ou malade ou autre. Prendre conscience de toutes ces fluctuations de nos émotions au fil de cette semaine. Comment nous avons réagi aux événements, quelles émotions, quelles pensées qui sont venues en rajouter, en nous projetant dans le futur, ou nous faisant ressasser le passé. Laissant ces rajouts, ces surimpositions petit à petit s'effacer sans les suivre pour revenir juste aux émotions et voir elles aussi comment elles étaient impermanentes, ont évolué. Accueillez tout ce qui a été ce flux pendant cette semaine, en les laissant se fluidifier, laisser se fluidifier les émotions, les pensées, tout ce qui s'est passé. Retrouver son aspect en perpétuel changement, impermanent, pour vous rendre maintenant, juste maintenant, ici, juste dans cette présence large à laquelle on peut se reconnecter à chaque instant. Comment a-t-on vécu ce confinement? Comment vit-on ce confinement? J'ai eu envie de vous communiquer les résultats des travaux d'une anthropologue qui travaille actuellement sur ce confinement, Fanny Paris, elle s'appelle, qui vous décrit 4 grands types de comportements, de tendances. La première, c'est ceux qu'elle appelle les travailleurs essentiels,
qui continuent à travailler sur leur lieu professionnel, souvent plus que normal, qui subissent la plupart du temps une augmentation de leur charge de travail, des pressions. Alors vous êtes plutôt dans la seconde catégorie, qu'elle appelle les entre-deux, en télétravail, en chômage partiel, en sortant assez régulièrement, en faisant attention bien entendu. Ce sont des gens qui voient plutôt des avantages au confinement, qui peuvent même le voir comme un moment privilégié de recentrage. Sans angoisse profonde sur le futur. Ou alors vous êtes peut-être plus proche de la troisième catégorie, des exilés qui ont choisi un lieu de confinement en dehors de leur lieu habituel, qui valorisent les relations qu'ils ont avec leurs proches, leur entre-soi, et qui se sentent parfois diabolisés par les autres. Et puis vous vous sentez peut-être plus proche des naufragés, cette dernière catégorie qui, hélas, a perdu son emploi, son activité ou est à l'arrêt. Des gens qui sont plus en déstructuration de leur vie quotidienne, avec plus d'angoisse face au futur, qui ont peur de ne pas s'en sortir ou difficilement, plus fragiles. Juste quelle est la population à laquelle vous êtes la plus proche? Ça peut être bien entendu un mélange de plusieurs d'entre elles. Les travailleurs intenses, les entre-deux, les exilés, les naufragés. Ce questionnement juste pour prendre conscience que personne n'est pareil, que notre cas on le partage avec d'autres, bien sûr, et qu'il y a d'autres gens qui peuvent encore réagir différemment. Juste pour relativiser notre propre vécu, sortir de nos cadres, imaginer ce que vivent les autres pendant cette période de confinement, avec bien entendu bienveillance, compassion, pour ceux qui le vivent le plus difficilement. Juste sortir de notre cadre, intégrer, élargir aux autres possibilités, aux autres expériences. Puis toujours pour refaire ce voyage dans notre passé proche, dans cette semaine, on peut aussi se demander comment on a réagi quand on n'avait rien à faire pendant ce confinement. On a toujours cette chercheuse anthropologue, elle dit que parmi les réactions les plus fréquentes, il y a par exemple certains qui pratiquent plus de l'introspection, de la méditation, du yoga, de la gymnastique. Il y en a d'autres qui vont profiter pour s'occuper, faire du bricolage, du jardinage, du ménage, du jogging, toute autre distraction possible, au sens pascalien ou pas. Puis il y a également cette possibilité de se laisser aller, emporter par les événements, écouter la radio en boucle,
se perdre à surfer sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et encore d'autres tendances. Quelle est votre tendance spontanée? Plutôt se recentrer, plutôt chercher à s'occuper, fuir ce qui est difficile, l'aménager, plutôt se laisser emporter par le flux, des distractions, des possibilités ou autres. Juste prendre conscience de sa tendance spontanée. Elle peut nous apporter, bien entendu. On n'est pas obligé de se faire définir par cette tendance, juste prendre conscience qu'il y a d'autres possibilités également. Ouvrir le champ de ces possibles. Et en décidant peut-être de profiter de ce moment de calme, de méditation, pour justement rentrer en soi, commencer ce voyage intérieur à l'intérieur de soi. Un voyage que nous suivrons cette semaine en compagnie d'Ulysse. Vous savez, l'Iliade et l'Odyssée. Ulysse, ce grand voyageur qui nous servira de guide. Pour le moment, juste retrouver cet espace de présence pendant 1 minute ou 2, chacun en silence, au plus profond de soi. Donc je vous propose de continuer ce voyage à l'intérieur de nous-mêmes en suivant les traces d'Ulysse. Vous savez, Ulysse, héros de l'Iliade et de l'Odyssée, qui après la longue guerre de Troie a voulu revenir chez lui. Et ce qui est intéressant, c'est que ce voyage de retour, qui est l'Odyssée, il va être aussi compliqué que la guerre qu'il était parti mener à Troie, semé d'embûches, de plein d'événements imprévus, de difficultés qui vont sans arrêt le balloter d'un endroit à l'autre, le rejeter d'une île sur une côte, pendant des années avant qu'il puisse enfin revenir chez lui. Comme une image de tout ce flux des événements qui peuvent nous arriver, nous éloigner de notre centre qu'on a affronté, tous ces obstacles qu'on rencontre lorsqu'on essaye de juste se poser, revenir en soi, faire ce voyage vers l'intérieur de soi. La quête d'Ulysse, de ce retour vers soi, c'est peut-être cette quête qu'on commence, qu'on suit lorsqu'on s'assied, prend l'assise pour méditer. Comment retrouver cette présence, ce soi, ce chez soi. Et comment peut-on faire, comment peut-on être quand on a les obstacles qui apparaissent?
tous ces obstacles qui vont assaillir Ulysse, que ce soit des magiciennes, les cyclopes, tous les événements qui viennent sur sa route. Qu'est-ce que nous apprend Ulysse sur la manière dont on peut être composé avec les difficultés pour passer outre? Ce qui est intéressant, c'est que la leçon d'Ulysse, c'est que il faut bien entendu écouter sa voix intérieure, cette voix qui nous dit, si on se rebranche à son cœur, ce qui nous est préférable. Et puis il faut écouter, bien entendu, dans le cas d'Ulysse et des Grecs, la voix des dieux. Aujourd'hui, on dirait le rythme de la vie, le rythme du cosmos, être en accord avec cette vie. Écouter les autres, les marins qui lui disent de partir lorsqu'il est sous les charmes de la magicienne Circé qui l'a envoûté. Il y a tout ça, et puis il y a surtout, dans le cas de Ulysse, la ruse. La ruse, c'est ce mode d'intelligence qui nous fait nous adapter aux situations, être capable de se couler dans les événements pour trouver juste le moment où on va pouvoir en sortir, de la passe difficile, faire franchir le cap au bateau, reprendre le large. On parle toujours de la ruse d'Ulysse comme de l'esprit d'ingéniosité pour composer avec les éléments, pas pour les supprimer, juste composer et trouver le passage. Je vais vous laisser juste voir comment ça peut résonner en vous. Quelles sont nos propres ruses, nos propres manières dont on peut composer face aux obstacles qui apparaissent peut-être juste en ce moment dans notre méditation. D'abord repérer les obstacles, les récifs, les vents violents, et comment je peux composer avec. Toutes les manières qu'on a de ruser, ça peut être ce qu'on appelle le plus fréquemment dans la méditation les moyens habiles. Revenir à son souffle pour retrouver son calme quand on est déstabilisé. Se mettre un peu en arrière, regarder les pensées comme du rivage, même si on est dans le fleuve. Et visualiser un arbre qui va nous parler, une montagne, un lac. Utiliser même éventuellement des techniques proches de la sophrologie, de la visualisation, tout ça. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des moyens habiles, des ruses avec les événements. Sachant qu'il ne s'agit pas de les chasser, pas de vouloir les dominer, mais juste composer avec. C'est ce que je vous invite à faire pendant quelques instants, avec vos propres obstacles et vos propres moyens. Vous êtes le seul maître de votre navire. Avec cette capacité de discernement face aux obstacles. Cet esprit rusé d'Ulysse, vos moyens habiles.
Et alors, parmi tous les dangers que va rencontrer Ulysse, il y en a un qui est particulièrement intéressant, ce sont les sirènes. Vous savez, les sirènes qui, sur un rocher, vont essayer d'amadouer les marins et Ulysse pour les faire venir sur leur île et les rendre captifs de leur champ. Elles vont utiliser tous les moyens pour plaire, séduire, attirer à elles. Quels sont tous ces moyens qui nous attirent dans la méditation, peuvent nous faire passer à côté, nous entraîner à leur suite? Ces sirènes, ce qui est intéressant, c'est que Sylvain Tesson, qui a fait des émissions que je vous invite à regarder sur Arte, justement sur Ulysse et son Odyssée, ce qui m'a donné l'idée de cette méditation. Sylvain Tesson donc vous dit que, nous rappelle de manière judicieuse que les sirènes, ce ne sont pas les femmes à corps de poisson qu'on voit à Copenhague sur son petit rocher. Non, quand vous revenez au texte de l'Iliade et de l'Odyssée, ce sont des myriades d'oiseaux, des milliers d'oiseaux qui volent au-dessus des rochers, qui cherchent à nous séduire par leur chant. Et le plus important, c'est que ces milliers d'oiseaux, ils ont une omniscience, ils sont capables de tout connaître, prévoir sur nous. Ils sont tellement hauts dans le ciel à nous surveiller, à nous observer, qu'ils voient tout, savent tout sur nous, et c'est comme ça, en nous épiant, qu'ils peuvent nous savoir quel est le meilleur moyen de nous ensorceler, de nous garder dans leur raid, de nous attirer à eux, et nous garder dans leur filet à ce moment-là. Qui représenterait de nos jours ces sirènes dans notre monde pour vous? Pour Sylvain Tesson, ces sirènes, c'est simple. De nos jours, c'est Internet. C'est cette immense toile virtuelle qui nous surplombe, qui épie tout ce qu'on fait, le moindre de nos clics qui est enregistré, qui va alimenter des bases de données, des métadonnées. Tout ça pour trouver les algorithmes les plus adaptés à chacun d'entre nous qui vont lui envoyer quelle lecture lire, quelle musique écouter, quel sujet d'actualité auquel on va être sensible, pour nous capter enfin sur une page d'internet, nous maintenir prisonniers, nous complaire dans nos propres tendances. Et j'ajouterais personnellement à ce qu'a dit Sylvain Tesson, toutes ces chaînes de télévision, ces radios, qui nous captent, elles, sur un autre moteur, le moteur de la peur, et qui, dès qu'on rentre dans leur émission spéciale, qui ne s'arrête jamais et qui n'ont plus rien de spécial, entretiennent une peur, une angoisse, une dépendance, dans laquelle on est englué sans pouvoir facilement en sortir. Il y a certainement d'autres moyens, réseaux sociaux ou autres, d'autres moyens, d'autres supports, que je laisse chacun explorer, qui peuvent nous enchanter, nous capter notre attention et nous rendre de manière invisible prisonniers de leurs rêves. Dans leur filet. Et comment on peut faire par rapport à
ces sirènes du monde moderne. On peut revenir à la leçon d'Ulysse. Ulysse qui conseille à tous les marins qui l'accompagnent de boucher leurs oreilles avec de la cire pour ne pas écouter. Ce qu'on peut faire nous-mêmes quand il suffit de boucher nos oreilles, de fermer nos yeux aux écrans d'Internet, de fermer la radio pour ne plus l'écouter, comme les marins d'Ulysse. De revenir à ce qu'on est en train d'être et faire à chaque instant. Mais Ulysse est plus subtil et plus courageux peut-être. S'il demande à ses marins de faire ça, lui-même, il va décider d'être capable d'écouter, il veut écouter, entendre le chant des sirènes qui veulent l'amadouer, sans se faire emporter par elles. Et comment va-t-il faire? Le stratagème, la ruse qu'il trouve, c'est qu'il demande aux marins de l'attacher au mât, de façon à ce qu'il soit parfaitement immobile, pouvant pleinement écouter ce qui se passe, le chant, sans réagir, sans être emporté par ce qui se passe, par ce qui nous charme, le charme, sans réagir automatiquement, en se précipitant à leur suite. Et peut-être est-ce là la première image d'un méditant dans notre monde occidental, c'est Ulysse, qui apprend à être immobile, attaché à son mât, capable d'écouter, d'entendre les plus beaux chants de séduction du monde, sans se faire emporter, sans vouloir non plus se fermer les oreilles comme les marins, ou se fermer les yeux. Je vais vous inviter, comme Ulysse, à juste méditer, parfaitement recentré, immobile, curieux de tous ces événements. Il y en a qui peuvent vous charmer, d'autres qui peuvent vous faire peur, sans vous faire emporter. Juste lucide, en pleine conscience, vigilant. Et quelle est la fin de ce long voyage d'Ulysse pour revenir chez soi, de ce long voyage à l'intérieur de soi, dans la méditation? Pour Ulysse, c'est juste de retrouver son chez-soi, son foyer, où l'attend Pénélope, la patiente, qui elle aussi a passé ce temps à écarter les prétendants qui la voulaient, qui à travers elle voulaient son pouvoir. Juste retrouver ce qu'on est, son domicile, son chez-soi. Avec l'inspiration la plus profonde d'Ulysse à vivre la vie quotidienne la plus simple,
la vie d'un Athénien, d'un Grec de l'époque, allant au champ, dehors, travaillant, gouvernant. Juste la vie quotidienne. Je vais vous laisser finir cette méditation, ce voyage intérieur, pour trouver ce chez vous, au fond de vous-même. Vous pouvez toujours revenir vous blottir, vous lever, vous confiner, lorsque ça ne va pas, pour réchauffer, vous réchauffez au cœur de votre être profond. Juste pour avoir le courage, ensuite, d'en ressortir dans le monde, reprendre sa vie quotidienne. Pleinement enrichi par cette sagesse qu'on a au plus profond de soi, qui nous dit comment faire, comment être, quitte à ruser avec les événements, comme Ulysse. Et en vous souhaitant, lorsque vous ouvrirez les yeux, une bonne journée à continuer dans la vie quotidienne. Merci.